Bienvenue à ce deuxième webinaire INRAE ACTA. On a encore plein de personnes qui arrivent et on pourra on aura une participation abondante au moment où les premiers intervenants prendront la parole. Et donc pour introduire et après vous avoir souhaité la bienvenue à ces colloques, en fait, et comme le disait Anne-Claire Vial, présidente de l'ACTA, quand elle a introduit la première de ces 3 séquences, l'esprit que l'on a voulu donner à ces webinaires au cours de la semaine de l'agriculture, c'est de se dire, on lève un peu la tête du guidon et on regarde loin, qu'est-ce qu'il y a devant nous comme grands changements à venir. Quels sont donc, pour réfléchir à ça, quels sont les fronts de connaissances qui s'ouvrent devant nous et qui sont susceptibles de changer la donne de nos métiers, de la recherche et de la recherche appliquée et de l'agriculture, et qui sont susceptibles de modifier l'agriculture telle que nous l'aurons en 2025. Ce n'est pas un exercice de prospective, pas du tout. C'est un exercice d'éclairage et une façon de montrer qu'on ne connaît pas tout et qu'on n'utilise pas tout et que donc ce sont autant de sources d'espoir. C'est organisé comme un dialogue entre un acteur de la recherche appliquée, aujourd'hui Claude Momnet d'Arvalis, qui va montrer comment un certain nombre de leviers abordés aujourd'hui sont déjà utilisés, et puis un regard de la recherche sur les potentiels que cela réserve. Donc on aura 3 séquences. On a eu lundi une séquence autour des paysages olfactifs, les odorscapes, comme on dit en anglais, qui était extrêmement riche, extrêmement intéressant. Celui d'aujourd'hui autour des microbiomes, comme le titre le montrait, un univers inconnu et prometteur. Et vendredi, ça sera sur l'éthologie animale et montrer comment elle modifie la façon dont on pense la relation entre l'homme et l'animal. Alors aujourd'hui, sur ce microbiote, on le connaît, on a tous l'impression d'être aujourd'hui des spécialistes du microbiote humain, et en fait, c'est une découverte très récente en humain et en animal, et on découvre encore aujourd'hui en continu des rôles nouveaux sur ce microbiote, en particulier pour expliquer certaines maladies ou dysfonctionnements chroniques. Après, on a découvert celui sur le sol, qui est en cours de décryptage et qui est d'une complexité infinie et dont on découvre le rôle sur le fonctionnement de la matière organique des sols, sur l'alimentation des plantes. Et puis on progresse chez les végétaux, et ce sera le sujet d'aujourd'hui, avec à la fois des microbiotes, mais aussi des endophytes, vu que le vivant est d'une complexité remarquable. On en connaissait quelques bouts, hein. On savait qu'il y avait des micro-organismes qui avaient un rôle de pathogène, d'autres qui avaient un rôle de symbiose, et ce qui est en cours de découverte, c'est l'analyse de la diversité, la composition des communautés, leur rôle dans la nutrition, dans la protection, mais aussi comme pathogène. Et puis, ce que l'on connaît aussi de plus en plus, c'est le lien entre les différents microbiomes, depuis la plante, le sol, jusqu'à l'animal et l'humain, et comment ce que l'on fait à un endroit se retrouve sur des pas de temps très longs dans les autres champs. En fait, si on voulait, et j'espère que vous me permettrez cette métaphore un peu surprenante, on habite un petit F2 et on vient de découvrir en fait qu'il y a une autre pièce à côté dont on ne connaît ni la taille ni le contenu, mais quand on parle dedans, ça sonne creux, donc ça doit être assez grand. On ne connaît pas encore grand-chose, bref, un univers à fort potentiel, mais largement inconnu, d'où le titre de ce webinaire. Et donc, ça sera animé par Jean-Paul Borde, qui va introduire et donner la parole à nos 2 intervenants du jour, à savoir Claude Momnet d'Arvalis et Christophe Mougel d'INRAE. Et puis, il y aura toute une séquence de questions-réponses. Vous pouvez être invité à poser vos questions sur le Q&R. Et c'est Florence Jacquet qui va assurer le lien et la synthèse de vos questions. Florence Jacquet est directrice de recherche à l'INRAE, attachée et travaillant avec moi à la direction scientifique agriculture, et aussi directrice scientifique et responsable scientifique du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, où il y a d'ailleurs des projets qui tournent autour du microbiote. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, et donc je passe avec grand plaisir la parole à Jean-Paul Borde. Bonjour à tous. Merci, cher Christian, pour ces quelques mots d'introduction. Voilà, je voudrais juste compléter l'ouverture de ce webinaire en vous disant que vous avez tous reconnu Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture de l'INRAE, voilà, qui me fait le plaisir d'introduire cette séquence. Je reviendrai également à la fin pour essayer de trouver quelques mots de conclusion, mais je ne doute pas qu'avec la richesse des échanges que nous aurons matière à dire quelque chose. Voilà, donc comme vous l'expliquez Christian, nous sommes nombreux
Et donc, lorsque vous souhaiterez poser des questions, utilisez la modalité que vous avez en haut à droite, normalement, de votre écran, pour poser les questions et on fera la synthèse de ça. On essaiera d'y répondre à la fin des 2 interventions pour ouvrir une large séquence de questions-réponses. Donc, notez-les au fur et à mesure, hein, ça nous aidera un petit peu à les classer. Et puis, ça aussi nous aidera à avoir une vision un peu globale du questionnement autour des 2 sujets. Voilà, je crois que tout est dit. Vous avez compris que cette séquence est enregistrée, ce qui nous permettra aussi de pouvoir la rediffuser par la suite. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Claude Monnet. Alors, Claude Monnet, qui est donc ingénieur du département recherche et développement Arvalis, et qui est spécialisé sur la lutte contre les maladies des céréales. Et ensuite, nous aurons une intervention de Christophe Mougel, qui est directeur de recherche au département santé des plantes et environnement, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, Claude, est-ce que, donc, en tant qu'ingénieur dans un institut technique, tu peux nous dire aujourd'hui un petit peu comment on voit ce sujet concrètement par un petit bout, on va dire, compte tenu de tout ce qu'il promet. Merci, Claude. Merci, Jean-Paul. Voilà, ce que je disais à l'instant, c'est qu'il m'a été demandé de vous présenter le point de vue de la recherche appliquée sur ce sujet nouveau qu'est le microbiote. Alors, un tout petit rappel avant de démarrer. Arvalis, c'est un institut de recherche appliquée, et donc sa mission est de produire des informations utiles, utilisables et utilisées, qui permettent aux agriculteurs et aux filières de relever les défis qui leur sont lancés, en particulier celui de la réduction des intrants dans le cadre de la transition écologique. Alors mon point de vue sera celui plutôt d'un praticien que d'un scientifique qui répond ou qui essaye de répondre modestement en fonction de notre compréhension et des espoirs que suscite le microbiote. Alors mon propos tient en 3 points, donc en commençant par définir simplement ce qu'est le microbiote, et puis essayer de donner un aperçu de ce qu'on peut en espérer. Alors j'illustrerai aussi avec un exemple, celui du piétin échaudage, donc une maladie racinaire du blé. Le fait que la lutte contre les maladies, grâce à certaines pratiques agronomiques, mobilise déjà certaines propriétés du microbiote. Et puis je terminerai en soulignant l'engagement de la recherche appliquée dans ce domaine de recherche nouveau, avec 2 exemples de projets auxquels Arvalis est associé. Alors le microbiome, c'est quoi? Alors dans microbiome, il y a micro, hein, ce qui est petit, et bio, ce qui est vivant. Donc ce qui est petit est vivant, in fine. Et en réalité, on entend aussi souvent microbiome et microbiote, et donc, qui ne sont pas tout à fait synonymes. Alors pour le microbiome correspond plutôt à la niche écologique et ses habitants, les communautés microbiennes qui l'habitent, alors que le microbiote désignerait plus spécifiquement les communautés microbiennes elles-mêmes. Alors, s'agissant de ce microbiome, ça a été un petit peu dit en introduction par Christian Huyghe, il n'y a pas un seul, mais plusieurs microbiomes. Alors, ils peuvent se localiser dans le sol. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir voir ma souris. Je cherche mon pointeur. Bon, c'est pas si évident que ça. Je confirme, hein, on voit la souris. Hein. D'accord. Donc le microbiome peut se localiser dans le sol, dans l'environnement de la racine, donc on parle alors de rhizosphère, voire dans la racine elle-même, on parle alors d'endophyte. Mais le microbiome peut aussi se localiser sur les parties aériennes des plantes, sur les feuilles, on parle de phylosphère, dans les semences, également sur la semence, dans la semence, et même sur les pollens. Donc il s'agit donc de communautés microbiennes qui vivent ensemble. On y trouve notamment alors des bactéries, des champignons. Christophe Mougel reviendra plus en détail sur la diversité de ces communautés.
Donc en réalité, le concept, il n'est pas entièrement nouveau, puisque le microbiote correspond à ce qu'on appelait plus ou moins autrefois la microflore. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on dispose aujourd'hui des outils plus puissants pour les étudier, notamment avec les techniques de séquençage à haut débit, les techniques qualifiées de omics, qui permettent de décrire plus facilement ces communautés et explorer leurs fonctions. Alors pour préciser, pour être un peu concret, dans une poignée de terre, on estime la population de bactéries à environ, alors c'est indicatif, 100 milliards d'individus, qui représenteraient 10 000 espèces, c'est 50 km de filaments de champignons, soit 500 à 1000 espèces, pour ne citer que ces 2 taxons. Et donc la vie biologique d'un sol, si on y ajoute un peu tout ce qui est macro, les vers de terre, et ajouter ce que vous voulez, donc ça représenterait selon la littérature, jusqu'à 5 tonnes de matière vivante. Donc si on traduisait ça en élevage, dans une dimension d'élevage, ce serait une centaine de moutons, donc une diversité considérable. Alors dans cette poignée de terre, il y a aussi 500 mètres il y aurait 500 mètres de racines d'une ou plusieurs espèces, et des travaux scientifiques récents ont montré que les racines des plantes interagissent avec le microbiote. Elles produisent des exudats racinaires, par exemple. Elles émettent des signaux moléculaires, elles recrutent des micro-organismes, elles les nourrissent, elles forment des associations symbiotiques. En gros, elles modifient leur environnement microbien et parfois leur profit. De ces interactions, elles obtiennent des bénéfices. Alors, on peut penser à la nutrition, on peut penser aux mycorhizes, aux bactéries fixatrices d'azote, des bénéfices en matière de croissance et de développement. Certaines bactéries synthétisent des phytohormones. En termes de tolérance au stress abiotique, à la sécheresse, par exemple. Et puis pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc des bénéfices en matière de santé des plantes. Alors les mécanismes qui sont en jeu, au moins pour la santé des plantes, sont complexes. Ils relèvent de la compétition entre les micro-organismes, compétition qu'on espère défavorable aux pathogènes, d'antagonisme entre micro-organismes, production d'antibiotiques, d'antibioses, hyperparasitisme, induction de défense chez la plante hôte via le microbiote, ou encore au niveau d'interférence au niveau des mécanismes de reconnaissance du pathogène et de la plante. Alors de ces interactions, on espère, enfin il peut résulter une meilleure santé, et on espère qu'une meilleure connaissance de ces mécanismes pourrait permettre de mieux valoriser. Alors une illustration avec le cas du piétin échaudage. Donc, on sait que la lutte agronomique passe déjà par le microbiote, sans qu'on en comprenne complètement ou totalement tous les mécanismes. Certaines pratiques culturales mobilisent déjà le microbiote. C'est le cas notamment dans le cadre de la lutte contre le piétin échaudage. Alors, quelques petits rappels rapides sur cette maladie. Il s'agit d'une maladie des racines. Elle est importante sur le plan économique, elle peut provoquer des dégâts allant jusqu'à 50% de la récolte, mais ils peuvent être aussi plus modérés, voire même passer inaperçus tout en étant bien réels. Donc il s'agit d'un champignon du sol, et il se maintient, on s'approfite sur les résidus de récolte, sur les racines en particulier. Et donc les résidus de récolte constituent la source primaire d'inoculum l'année suivante pour les cultures qui suivent. Et donc en présence d'une plante hôte, donc le champignon, depuis le résidu sur lequel il se maintient, il va croître en direction de la racine, puis sur la racine, le long de la racine, avant de pénétrer dans les tissus, d'envahir les tissus vasculaires. Et ce faisant, évidemment, il perturbe la croissance de la plante et en fin de saison affecte le remplissage du grain. Actuellement, et ça c'est important à retenir, on dispose de peu de moyens de lutte. Il n'y a aucune variété résistante aujourd'hui disponible. La lutte chimique se limite à un seul traitement de semences dont l'efficacité est à la fois partielle, et on craint aussi l'apparition de résistance à ce traitement de semences. Et puis les pratiques culturelles sont les seules qui sont aujourd'hui réellement disponibles, mais tout en étant insuffisantes. Il n'y a vraiment que la rotation, et encore pas toujours, qui permettent de lutter contre ce pathogène. Alors voilà pour le rappel. Et derrière certaines
pratique agronomique, comme je le disais, se cachent des interactions avec le pathogène, entre le pathogène et le microbiote. Donc ici, représenter un exemple avec l'effet de la rotation et le déclin de la maladie qui s'exprime avec le temps. Alors la figure illustre l'évolution du rendement d'une monoculture de blé exprimée en pourcent du rendement d'un blé assolé avec une betterave. Alors le rendement de la monoculture chute sévèrement les premières années en raison de la présence du piétin échaudage, et ça reflète l'accumulation dans le sol de résidus infectieux au cours des années de culture de blé successives. Et le cycle du champignon n'étant pas interrompu, la maladie progresse, et inversement. Dans les sols en rotation avec la betterave, le microbiote dispose du temps nécessaire entre deux cultures de blé pour décomposer les résidus et en quelque sorte assainir le sol. Et puis vous voyez que la quatrième année, on observe une atténuation, les années suivantes, une atténuation de la maladie dans certains sols. En effet, et au fil du temps, les plantes souffrent en effet moins de certaines maladies, voire plus du tout, bien que l'agent pathogène soit toujours présent et que l'autre soit toujours sensible. Donc le phénomène est connu depuis assez longtemps et cette régression de la maladie est appelée, décrite comme étant la suppressivité des sols. Alors cette suppressivité des sols, elle est d'origine biologique. Il a été montré que cette propriété disparaissait si on pasteurise, si on chauffe les sols, elle disparaît. Il a été également montré que cette propriété est transférable à d'autres sols par transplantation. Elle est aussi sensible à des variations de conditions de milieu, comme le pH, par exemple. Et dans le cas du piétin échaudage, la suppressivité des sols est attribuée à la présence de Pseudomonas fluorescens, qui produisent un métabolite actif sur le piétin échaudage. La figure montre aussi que, alors c'est le pointillé vert ici, que cultiver de la moutarde en interculture, entre deux cultures de blé, atténue certaines années au moins la gravité de la maladie sous l'effet de ce qu'on appelle la biofumigation. Donc la moutarde en décomposition libère, après enfouissement dans le sol, des composés volatiles qui sont toxiques pour les champignons, voire même pour les bactéries. Autre exemple, toujours avec le piétin échaudage, parmi les techniques culturelles qui sont mises en œuvre, on a remarqué que les formes d'azote pouvaient avoir leur importance. Et dans les conditions du champ, on observe des différences de gravité des attaques de piétin échaudage à quantité d'azote apportée égale sur les formes d'apport azoté. Alors les formes ammoniacales, comme le sulfate d'ammonium en arrière-plan, sont préférables à la forme ammonitrate. Alors, et le petit graphique que vous avez sur la droite confirme que les effets observés donc, sur les parties aériennes, ce qu'on voit sur l'image, sont corrélés avec l'intensité des nécroses dues au piétin échaudage. Et donc le phénomène est connu depuis longtemps et il est directement en rapport avec la suppressivité des sols, elle-même sous la dépendance du pH, et les formes d'apport azoté en effet induisent des changements de pH dans le sol. Troisième illustration, toujours avec le piétin échaudage, l'effet du chaulage. À l'évidence, le chaulage influe sur le pH du sol, mais il modifie significativement la gravité des attaques de piétin échaudage. Donc en augmentant le pH, en changeant le pH, on modifie les équilibres et on favorise le piétin échaudage. Alors des apports de chaux, ici on a une illustration avec différents apports de chaux. La nature de l'apport avec des apports à effet lent ou à effet rapide avec des quantités différentes. Et on a très clairement une augmentation de la gravité du piétin échaudage qui peut être jusqu'à plus 60% des effets en termes de gravité. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on déconseille de chauler entre deux cultures de blé. Je voudrais maintenant illustrer avec deux diapositives, souligner par deux exemples que la recherche appliquée, les instituts en général, sont déjà embarqués dans l'aventure du microbiome, aux côtés de la recherche fondamentale, et sur deux projets de recherche à titre d'exemple. Alors ici, il s'agit d'un projet qui est baptisé LOTO. Il est question d'attaque de taupin, donc c'est l'image sur la gauche, de taupin sur maïs.
Et il est connu depuis longtemps que certaines variétés sont plus tolérantes que d'autres aux attaques de taupins. Mais il a été aussi remarqué récemment, et de façon assez surprenante, que différents lots de semences, donc à génétique identique, même hybride, présentaient aussi des différences de sensibilité ou d'attractivité vis-à-vis des taupins. Et donc ce projet LOTO a pour objet de confirmer cet effet lot de semences et de mieux comprendre les mécanismes en jeu qui modifient soit l'attractivité, soit la sensibilité de ces lots aux attaques. Alors parmi les hypothèses qui sont envisagées, donc on imagine l'influence de composés volatiles, la production de métabolites, donc d'exudats racinaires susceptibles de moduler l'attractivité des racines de maïs vis-à-vis du taupin, mais aussi est envisagé un rôle du microbiote, le microbiote de la semence, ou le microbiote issu de la semence sur la jeune plantule dans la rhizosphère issue de la semence. Deuxième exemple, il s'agit d'un projet baptisé Boritos, dont l'objectif est de mieux comprendre les interactions plante-plante entre les variétés d'une même espèce. Ici, le projet est consacré au blé dur. On sait en effet que depuis longtemps que les mélanges d'espèces ou l'association de cultures en bande peut modifier la sensibilité des plantes aux maladies, voire même aux ravageurs, et de façon indépendante des effets de dilution d'inoculum, des effets de barrière ou des changements de microclimat dans le couvert. D'autres mécanismes complexes mobilisent le système de défense, qui mobilise le système de défense de la plante, interviennent. Alors dans l'exemple illustré à gauche, vous avez un maïs et cultivé à proximité d'un poivron, et on a trois types d'interactions qui interagissent. L'induction directe des défenses de la plante voisine via des exudats racinaires. Voilà, c'est cette flèche bleue, émission de composés volatiles. Ça peut aussi passer par les parties aériennes, donc ici en violet, qui peuvent induire une réponse, stimuler le système immunitaire de la plante voisine. Mais, ça peut être aussi tout simplement la dispersion de spores qui se sont multipliées sur le maïs et qui vont tenter, mais sans succès, d'infecter le poivron voisin mais déclencher son immunité. Et l'induction de ces mécanismes de défense de la plante, deuxième type de mécanisme, ça peut résulter tout simplement de la compétition entre les plantes, soit pour la nutrition, soit pour la lumière, et stimuler indirectement donc l'immunité des plantes. Et puis enfin, le dernier type d'interaction, c'est les exudats eux-mêmes qui agissent soit directement sur le pathogène, soit qui modifient les équilibres dans un sens défavorable au pathogène. Alors, ces trois types d'interactions peuvent aussi s'exprimer entre les variétés d'une même espèce, et la démonstration a été faite chez le riz par Jean-Benoît Morel. Et dans le cadre de ce projet Boritos, la question qui est posée, c'est est-ce que le voisinage d'une variété de blé dur par une autre variété de blé dur peut influencer sa résistance à la rouille brune? Alors le petit graphique sur la droite montre que dans les conditions du champ, le mélange d'une variété de blé dur avec une autre, ici c'est sculpture et culture dans des proportions différentes, lorsqu'elles sont cultivées en mélange, présentent moins de symptômes que lorsqu'elles sont cultivées pures. C'est les histogrammes en vert sur la gauche. Donc moins de gravité des attaques en mélange en culture pure. Donc le projet a pour objet, de confirmer ces effets, et puis ensuite d'en comprendre les mécanismes pour éventuellement les exploiter en orientant la sélection ou la construction de mélanges de façon à optimiser l'état sanitaire des cultures.
Alors en résumé, l'exploration de ces nouveaux champs de connaissances est pleine de promesses. Une meilleure connaissance des mécanismes en jeu pourrait permettre, peut-être en tout cas, de mieux qualifier le fonctionnement biologique des sols dans un premier temps, mais aussi de rechercher de nouveaux moyens de lutte dans l'objectif de réduire l'usage des intrants, notamment des produits phytosanitaires, d'identifier de nouvelles solutions de biocontrôle, de nouvelles variétés qui pourraient être issues de nouvelles stratégies de sélection orientées vers un microbiome utile, et puis aussi d'optimiser encore mieux les pratiques culturales, que ce soit des systèmes de culture ou des itinéraires culturaux, et de recourir peut-être de façon plus raisonnée, mieux raisonnée au mélange inter- et intraspécifique, tout comme en mobilisant les plantes de service. Voilà, donc nous avons devant nous, enfin en tout cas il nous semble, des champs de connaissances à explorer. C'est la pièce dont nous parlait Christian tout à l'heure, grâce à de nouveaux outils. Mais aussi on a devant nous des besoins de solutions nouvelles, notamment dans le cadre de la transition écologique. Et l'aventure ne fait que commencer, selon nous en tout cas pleine de promesses, et la recherche appliquée s'y engage aussi. Il faut du temps sans doute, même si des solutions opérationnelles existent déjà, encore peu nombreuses, mais existent déjà. Je pense aux pratiques agronomiques qu'on vient de souligner, bien sûr, mais aussi plus largement au biocontrôle, où il y a de nombreux travaux qui mobilisent les micro-organismes. Voilà ce que je voulais partager. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Claude, pour cette photographie un petit peu de ce que l'on voit, de ce que l'on fait aujourd'hui sur le sujet, qui n'est vraiment que le tout début, mais qui nous laisse entrevoir un petit peu comme l'image qu'évoquait Christian Hugues tout à l'heure, la porte entrouverte de l'appartement sur un appartement supplémentaire, beaucoup plus important et inconnu. Alors, j'ai vu que vous aviez posé quelques questions au fil du chat, donc c'est très bien. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, hein. On fera la synthèse de tout ça à la fin pour répondre, demander donc à nos deux intervenants de répondre globalement. On va passer la parole maintenant à Christophe Bougel. Je l'ai présenté tout à l'heure, mais je vais le redire, hein. Il est directeur de recherche INRAE dans le département santé des plantes et environnement. Et puis, il nous fait le plaisir de nous présenter un petit peu aujourd'hui sa vision sur le sujet avec un approfondissement donc du sujet. Et puis aussi, voilà, on aimerait qu'il puisse nous projeter aussi un petit peu, nous dire, voilà, en 2035, qu'est-ce qu'on pourrait espérer obtenir à partir de tous ces travaux de recherche. Enfin, ça, c'est un sujet qui voilà, est un peu risqué, mais on verra si on a le temps d'en discuter. Christophe, je te donne la parole, et puis tu as une vingtaine de minutes pour intervenir. Donc merci à l'invitation et merci de cette initiative qui va nous permettre effectivement de rentrer dans un monde encore inconnu, mais effectivement dont on pense, et en tout cas je serai le premier à défendre cette posture-là, qu'on pense qu'il y a certainement de nombreuses promesses à mettre en marge ou en lien en tout cas avec l'agriculture. Alors je voulais commencer par dire quelque chose de relativement classique et admise, c'est qu'effectivement les plantes cultivées, comme vous le savez, elles sont soumises à de nombreux stress, que ce soit des stress biotiques ou abiotiques, et dans les stress abiotiques, des problèmes liés à la nutrition dans un contexte de changement climatique, mais aussi un grand nombre de stress biotiques. Et en fait, quand on pose en fait cette évidence, on se rend compte que jusqu'à maintenant, finalement, de grands leviers ont été mobilisés autour de l'agronomie pour essayer de limiter l'impact de ces stress sur la plante et ses performances, avec en fait un certain nombre de pratiques agronomiques qui ont ainsi permis, via la gestion des sols ou la diversification des plantes dans le temps et l'espace, et cette diversification implique des choix variétaux forts au niveau de l'agriculteur, combiné à l'utilisation des variétés qui possèdent des bases génétiques liées à l'adaptation ou à la résistance de ces plantes à ces différents stress, résistances qui peuvent impliquer des défenses directes ou indirectes. Mais finalement, le besoin et l'évolution en fait, des systèmes de production vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, notamment face à la crise liée à la biodiversité, et donc le besoin pour la recherche de questionner ou d'explorer de nouveaux leviers
qui vont notamment mobiliser un paramètre important des agroécosystèmes qui a été très peu étudié ou regardé, c'est finalement toute cette diversité qui est hébergée dans les agroécosystèmes, et notamment dans cette diversité, les microbiotes ou les communautés de micro-organismes, hein, donc ces bactéries, ces champignons, ces homicètes, ces protistes, qui finalement sont capables à un moment de leur vie de rentrer en interaction plus ou moins intime avec la plante. Comme l'a dit Claude, je vais juste le rappeler rapidement, mais finalement, ces interactions plantes-microbiotes, hein, historiquement, elles remontent à très longtemps, puisque c'est Ilkner, avec ses premiers travaux en 1904, hein, qui avait commencé à traiter cette question des interactions entre la plante et certaines espèces microbiennes. Il s'agissait à l'époque des bactéries fixatrices d'azote. Et donc, depuis, la recherche a progressé pour essayer de mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qui régit ces interactions entre la plante et donc ces micro-organismes dans toute leur diversité. Et finalement, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que la plante donc, est, contrairement aux animaux, un organisme autotrophe pour le carbone, qui est donc capable de transformer l'énergie lumineuse en composés carbonés. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on sait depuis longtemps, c'est qu'une fraction relativement importante de ces composés carbonés, hein, qui peuvent représenter, alors on peut discuter autour des chiffres, mais en tout cas, entre 5 et 40% donc de ce carbone fixé lors de la photosynthèse va être libéré au niveau du système racinaire des plantes, dans l'environnement, donc à l'interface finalement entre la plante et l'environnement, la matrice tellurique et l'atmosphère. Et que ces différents composés carbonés, on sait qu'ils ont un rôle, soit en termes de molécules signal ou de communication, tout ce qu'on appelle les facteurs nodes, donc qui vont permettre à certains micro-organismes de percevoir la présence de la plante et donc d'induire en réponse le développement de leur biologie et de leur développement, mais aussi plus globalement une relation trophique, puisque le sol est considéré comme un milieu relativement pauvre en composés carbonés, en tout cas composés carbonés peu ou facilement mobilisables par les organismes vivants, et donc il est nécessaire d'avoir des transformations de ces composés carbonés. Et donc les exudats racinaires correspondent à un pool de composés carbonés facilement métabolisables par l'ensemble des organismes vivants dans le sol, et dont les micro-organismes. Et donc classiquement, en fait, cet effet de modification de l'environnement au voisinage ou à l'intérieur des racines, c'est ce qu'on appelle historiquement l'effet rhizosphère. Et donc c'est quelque chose qui a été très longtemps étudié, et donc effectivement, comme l'a dit Claude, qu'on revisite maintenant avec l'avènement de l'écologie moléculaire, ou en tout cas la capacité qu'on a maintenant de décrire de manière relativement exhaustive l'ensemble de ces composantes microbiennes, bactéries, champignons, homicètes, protistes, qui sont présents dans les sols ou au voisinage, voire à l'intérieur des tissus de la plante. Ce qui est plus intéressant de noter, c'est que finalement, outre cet effet un peu indirect de modification de l'environnement et de sélection, on va dire, de restructuration de la diversité au voisinage de la plante, ce qu'on s'est rendu compte depuis longtemps, mais qui montre en puissance au niveau des connaissances, c'est que finalement, la sélection d'une partie des micro-organismes à partir du sol va avoir en retour un effet, peut avoir en retour un effet bénéfique à la croissance et à la santé de la plante. Et ça, c'est relativement bien étudié à l'échelle de souches microbiennes modèles, et de plus en plus donc à l'échelle de l'ensemble de cette diversité des micro-organismes qui sont associés à la plante. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype étendu, qui nous positionne à revisiter un peu dans nos visions écologiques ou évolutives la place de la plante en tant qu'organe. Et donc pour dire ça, ça reprend un peu ce que nous a présenté Claude, hein, c'est que finalement ces micro-organismes, ils sont en interaction plus ou moins intime avec la plante, et derrière ces interactions, on peut avoir des effets bénéfiques ou délétères vis-à-vis de la plante. Et effectivement, classiquement, on peut intégrer un certain nombre de relations écologiques, hein, positives ou négatives, et on a maintenant les moyens, avec ces avènements d'outils moléculaires, de pouvoir identifier ces différentes espèces qui constituent le microbiote, d'en comprendre leur assemblage, la manière dont cette diversité va se structurer autour de la plante, et les facteurs qui vont structurer cette diversité. Et plus intéressant, on est capable aujourd'hui de pouvoir mettre des relations entre ces différents individus, relations positives ou négatives, et donc potentiellement de prédire la conséquence de l'assemblage de cette diversité au voisinage de la plante en effet positif ou négatif. Et donc, comme l'a dit Claude, derrière ces paramètres de diversité, on est aujourd'hui aussi capable de pouvoir déplacer le curseur vers des descripteurs beaucoup plus fonctionnels, c'est-à-dire de comprendre pas uniquement comment cette diversité se structure, mais aussi comment cette diversité va potentiellement apporter de nouvelles fonctions à la plante qui vont lui permettre potentiellement de s'adapter à ces différents stress biotiques et abiotiques, et donc de contribuer globalement à sa performance, hein, soit sur un aspect de croissance et de santé. Et puis quelque chose de beaucoup plus récent qui change vraiment notre perception
de l'organisme macro, que ce soit la plante, et là j'ai pris l'exemple de ce qu'on connaît bien, et comme l'a recité tout à l'heure, quand on l'a recité, en fait, toute la dynamique autour de ce qui se passe autour du gut humain, notamment par rapport à ce microbiote associé à l'homme et les conséquences de ce microbiote sur un certain nombre de traits liés à l'homme, bah, finalement, on a une nouvelle perception de l'organisme macro, que ce soit l'homme ou les plantes, avec cette fameuse vision holobionte et de phénotype étendu, c'est-à-dire de ne plus percevoir la plante comme un génome individuel dans un environnement donné, mais plutôt comme un espèce de métagénome, c'est-à-dire qui va assembler le génome de l'hôte, de la plante, mais aussi l'ensemble des génomes microbiens qui lui sont associés. Et donc ça va permettre à la plante d'aller explorer de nouvelles fonctions ou de nouvelles aptitudes en termes d'adaptation qui vont permettre de moduler en fait sa performance globale à différents stress biotiques et abiotiques. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle perception qui est encore un front de science, mais qui est une perception tout à fait nouvelle autour de ces interactions. Alors finalement, cette nouvelle perception nous pose à prendre la plante vraiment comme un écosystème et non plus comme un organisme individuel, et donc avec une certaine évolution dans la perception et les questions de recherche qui lui sont adressées, avec notamment dans les interactions entre une plante et un agent pathogène, une évolution vers la perception classique qu'on a en termes de pathologie, c'est-à-dire d'associer une plante avec un agent pathogène donné, comme par exemple le piétin-échaudage, comme l'a illustré Claude, vers une vision beaucoup plus intégrée et holistique, finalement, qui va intégrer l'ensemble des microbiotes et des pathobiotes, c'est-à-dire des interactions positives et négatives autour de la plante, avec des processus d'évolution ou de coévolution et d'adaptation finalement de ces interactions, avec in fine des sorties ou des perceptions en termes d'un équilibre entre des interactions positives ou négatives, avec un certain nombre de processus fonctionnels qui sont sous-jacents à ces interactions positives et négatives, et on commence à ouvrir en fait ce volet fonctionnel autour des interactions. Et puis derrière, cette relation avec des niveaux de diversité qui vont conditionner ce qu'on appelle de l'eubio, c'est-à-dire en gros un écosystème plante en relativement bon équilibre et en bonne performance, versus quelque chose qui va aller vers ce qu'on appelle un processus de déséquilibre ou de dysbiose, à l'instar de ce qu'on peut trouver sur un certain nombre de maladies chroniques, notamment chez l'homme. Et donc on évolue notre perception et on a un certain nombre d'éléments dans la littérature de la contribution de ces micro-organismes donc à la performance et à cette vision One Health autour de la plante, avec donc de plus en plus de compréhension holistique en fait de ces interactions. Et donc d'un point de vue de la recherche, ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir affirmer qu'il est nécessaire encore de produire des connaissances sur ces interactions entre la plante cultivée, ses communautés associées et les bioagresseurs, pour mieux comprendre ces interactions, mais surtout être capable de pouvoir les mobiliser et les piloter. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous projette vers l'agriculture de 2035, c'est-à-dire de ne plus simplement observer ce qui se passe, mais de réellement imaginer des stratégies qui vont nous permettre de mobiliser ces communautés microbiennes, ces microbiotes bénéfiques à la performance de la plante, et donc de pouvoir mieux les piloter dans les agroécosystèmes. Et donc de ça se découle un certain nombre de questions de recherche qui sont encore, on va dire, sur des fronts de connaissances, mais sur lesquels on avance très très vite grâce à ces nouvelles approches métaomiques et à la capacité qu'on a d'intégrer ces données, qui sont bien de décrire et de comprendre donc, ces assemblages de diversité, que ce soit sur des visions plutôt bénéfiques ou délétères autour de la plante, et bien sûr les traits fonctionnels, les fonctions, les processus qui sont sous-jacents à l'assemblage et à l'expression, on va dire, d'un phénotype étendu de meilleure performance de la plante, et notamment sur des paramètres de résistance directe ou indirecte de la plante à différents bioagresseurs. Et puis derrière, avec cette vision holobionte, donc de perception de l'hôte en interaction avec ses microbiotes, finalement de pouvoir identifier et valider les bases génétiques de ces interactions plantes-microbiotes associées et en relation donc avec la santé des plantes. Une autre manière de le projeter ou de voir en fait les fronts de recherche qui s'opèrent et la manière dont on va pouvoir traduire ces fronts de recherche en perspective opérationnelle, j'ai voulu illustrer autour de 3 points. La première, c'est vraiment cette relation entre diversité, on va dire, des espèces, de l'assemblage de ces microbiotes et de leurs interactions et de leur potentiel fonctionnel donc, au sein du microbiote, qui peuvent donc conditionner des transitions entre, on va dire, une bonne performance de la plante dans son écosystème et dans son environnement, avec des processus qui vont aller plus vers de la dysbiose et donc vers l'apparition de maladies, et donc de bien intégrer qu'on est vraiment sur un équilibre
entre ces différents assemblages de microbiotes et que finalement, à l'intérieur du microbiote, il ne faut pas grand-chose en fait pour que des pathogènes présents à l'intérieur de ces microbiotes soient capables d'exprimer leur potentiel et donc de rendre une plante malade. Et donc, on est réellement sur des compromis entre croissance et défense autour de ces relations. Un deuxième point que je voudrais vous illustrer, c'est effectivement ce réservoir de diversité qui va être proposé à la plante ou à partir de laquelle la plante va pouvoir recruter un microbiote idéalement le plus bénéfique possible. Eh ben, il est contexte pédoclimatique et pratique agronomique dépendant, c'est-à-dire qu'on est vraiment on peut être acteur dans la manière de piloter ou d'orienter ce microbiote. Et puis, in fine, je vais vous donner quelques éléments sur finalement comment on peut imaginer de mieux décrire en fait ces bases génétiques de l'interaction plante-microbiote, ou comment la plante est capable de recruter un bon microbiote qui va être capable de jouer, de moduler soit son immunité et globalement de jouer sur sa performance. Et donc pour faire ça, je vais simplement vous illustrer sur des fronts de recherche actuels qui nous permettent potentiellement, et j'en terminerai là-dessus, de se projeter en fait vers cette agriculture de 2035. C'est d'illustrer sur un projet de recherche qui est financé donc, dans le cadre du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, projet Deep Impact, qui est coordonné donc, par l'IGEP, par mon UMR, et donc sur lequel en fait je vais essayer de vous illustrer finalement ces trois paramètres un peu qui sont importants. Donc effectivement, pour arriver à positionner le microbiote à l'interface avec la performance de la plante, il semble aujourd'hui indispensable de pouvoir allier les observations de ce qui se passe dans des conditions réelles de production, en prenant en compte l'ensemble de la diversité et de la complexité de ces pratiques agronomiques. Et pour faire ça, dans ce projet, on va cibler sur deux plantes d'intérêt agronomique qui sont le blé et le colza, qui ont effectivement des problématiques de contraintes biotiques relativement importantes, et donc de pouvoir mieux comprendre finalement ce réservoir de diversité, comment il est structuré, comment il est assemblé dans les sols, et comment en fait finalement un certain nombre de facteurs, notamment autour des pratiques, peuvent conditionner en fait ce réservoir de diversité. Cette approche de conditions naturelles va nous permettre de mieux explorer et de mieux aller vers une base de compréhension des mécanismes avec des approches qui vont allier des approches de laboratoire expérimentaux, mais aussi qui vont faire appel à de la modélisation ou en tout cas des approches mathématiques, qui va nous permettre de mieux comprendre en fait ce triptyque d'interaction entre la plante cultivée, son microbiote qui lui est associé, et donc un certain nombre de stress biotiques qui sont associés en fait à cette plante cultivée. Et finalement, dans ce projet, il y a deux grandes questions qui vont être posées. Ça va être la diversité et les traits fonctionnels du microbiote donc, qui sont associés aux plantes. Sont-elles importantes pour gérer, comment elles sont importantes pour gérer la santé des plantes? Et donc, quels sont les paramètres de cette diversité qu'il faut prendre en compte? Et on va voir comment ça peut décliner sur comment on pourrait imaginer en fait utiliser ces résultats dans l'agriculture de 2035. Et puis, une deuxième grande question qui revient à cette vision un peu de l'holobionte, c'est finalement comment on peut imaginer comprendre en fait ces traits génétiques de l'interaction entre la plante et le microbiote dans une perspective de santé. Et donc, si on est capable de comprendre ces traits, finalement, est-ce qu'on est capable d'imaginer les variétés de demain qui vont optimiser ces interactions? Donc, finalement, je vais vous donner trois éléments et trois sorties potentielles qu'on peut en attendre. Donc, un premier élément, c'est autour de la capacité qu'on a aujourd'hui de pouvoir identifier des espèces microbiennes qui sont associées à la modulation de la performance de la culture. Et pour faire ça, on va donc effectivement mobiliser un certain nombre d'outils métaomiques et de la capacité avec des approches mathématiques de visualiser les interactions au sein de ces microbiotes, donc entre les différentes espèces bactériennes, champignons qui constituent ces microbiotes, comment elles interagissent de manière positive ou négative, et comment elles sont mises en relation finalement avec d'autres données de performance globale de la plante qui pourraient être du rendement, qui pourraient être une moins faible incidence des contextes parasitaires en fait autour de ces plantes, qui vont nous permettre finalement de pouvoir quantifier et démontrer le poids relatif de ce microbiote à la performance des plantes, en intégrant donc ces différents facteurs biotiques et abiotiques. Ce qui est important de garder comme message, c'est que le microbiote, même s'il y a un engouement important autour de cet objet et de ses interactions, il n'explique pas tout, et donc il faut bien le repositionner, on va dire, dans un système beaucoup plus complexe qui va impliquer ces pratiques agronomiques pour réellement contribuer et entrevoir en fait le poids relatif de ce levier dans la performance des plantes. Un deuxième aspect qui va être traité au niveau de ce projet, c'est finalement d'avoir une caractérisation beaucoup plus fonctionnelle de ces communautés microbiennes. Et pour faire ça, on va mobiliser un autre type de omique qui n'est plus la métagénomique, donc qui permet de décrire en fait ces espèces présentes, mais plus de la culturomique, c'est-à-dire la capacité qu'on a aujourd'hui de pouvoir
non plus avoir une image à un instant T des espèces qui sont présentes et de la manière dont elles interagissent, mais de pouvoir aller les isoler, les mettre en culture. Et donc, en les ayant en culture, on va être capable de mieux les évaluer, de mieux les étudier et surtout de mieux les manipuler pour vérifier et valider en fait qu'elles possèdent un certain nombre de traits fonctionnels qui sont, une fois qu'elles sont mises en interaction avec la plante et des contextes de pression parasitaire particulière, vont contribuer finalement à exprimer ce qu'on appelle un phénotype étendu associé à ce microbiote qui va permettre de moduler la réponse ou la performance de la plante à ces différents stress. Et donc, on imagine tout de suite qu'en ayant en fait ces individus présents et une capacité à valider des phénotypes étendus, donc de contribution d'un certain type d'assemblage ou d'un certain type de mélange de microbiotes en lien avec de la performance ou une meilleure résistance de la plante à ces bioagresseurs, de pouvoir imaginer des solutions de biocontrôle par inondation ou par augmentation, donc en apportant finalement ces consortiums microbiens directement au champ, donc en espérant rapporter en fait ce potentiel fonctionnel qui va être bénéfique à la santé de la plante. On a eu l'exemple avec Claude tout à l'heure du très beau modèle sur des sols suppressifs. Il n'y a pas que le modèle piétard-échaudage dans les sols suppressifs, il y a un certain nombre de cas dans la littérature qui sont connus où on sait qu'une composante du microbiote peut contribuer à conférer ce caractère suppressif à un sol et donc de limiter en fait la prévalence de ces agents pathogènes dans les sols. Et puis le dernier point que je voulais vous illustrer, c'était effectivement donc cette capacité qu'on peut avoir, même s'il y a encore des développements à faire, mais finalement de repositionner la question de l'analyse génomique des interactions plantes-microbiotes, de comprendre finalement quels sont les déterminismes génétiques dans une plante qui va permettre de recruter un microbiote, et idéalement un microbiote bénéfique à la santé, ou en tout cas dont l'équilibre à l'intérieur de ce microbiote est plutôt va conférer un phénotype de biose et pas tellement de dysbiose, mais aussi donc de la compréhension via ces approches de génomique, de la capacité ou des traits des gènes qui sont impliqués dans la modulation des interactions en présence de bioagresseurs et donc de la modulation de l'immunité de la plante. Et puis finalement, derrière ce type de recherche, ça pose un certain nombre de questions autour on va dire, du cadre d'analyse d'un point de vue de la sélection variétale. Comment on intègre en fait cette dimension microbiote dans les schémas de sélection et donc comment finalement on peut aller chercher de nouveaux traits ou de nouveaux critères de sélection qui vont donc réellement chercher à plus sélectionner une plante, mais à sélectionner un holobionte, c'est-à-dire une variété cultivée, mais avec associé finalement, ou en tout cas à sa capacité à aller sélectionner un microbiote qui va lui être bénéfique et qui va permettre d'optimiser sa performance. Alors tout ça pour vous dire donc qu'on est vraiment sur des fronts de recherche, mais des fronts de recherche qui sont actuels. Ce n'est pas dans 2035, c'est aujourd'hui des recherches qui débutent grâce à ce type de financement de projet. Simplement pour reprendre un peu ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message, c'est que finalement je vois vraiment des perspectives basées sur 3 aspects. Le premier, c'est vraiment autour de ce microbiome, des conséquences ou des perspectives pour l'agronomie, avec finalement la capacité qu'on va avoir de proposer des indicateurs microbiens, soit en termes d'espèces ou en termes de fonctions, qui vont réellement permettre de pouvoir intégrer cette dimension microbiome dans la capacité qu'on va avoir à concevoir et évaluer des pratiques agronomiques qui vont avoir un effet bénéfique sur ce microbiote en termes de diversité et qui vont idéalement favoriser en fait des microbiotes plutôt bénéfiques en limitant donc la capacité de réaliser des dysbioses, c'est-à-dire ces déséquilibres qui vont engendrer en fait des moins bonnes performances de la plante. Et ça, on peut imaginer on va dire une agriculture de plus en plus personnalisée ou de précision qui vont permettre localement, avec une très bonne connaissance de ce microbiome à l'échelle de l'exploitation agricole ou à l'échelle de la parcelle, finalement de pouvoir piloter plus finement ces microbiomes et ces microbiotes. Et donc ça, c'est une perspective, je pense, qui est tout à fait envisageable très rapidement. Finalement, donc, on est capable maintenant de pouvoir isoler en fait l'ensemble, ou en tout cas d'aller vers de plus en plus la capacité à isoler l'ensemble de ces microbiotes présents dans des écosystèmes, de comprendre leurs interactions, la manière dont ils fonctionnent. Et donc, on peut imaginer maintenant d'aller vers des nouvelles solutions de biocontrôle qui ne vont pas être basées uniquement sur une souche avec tous les problèmes que ça engendre, sur l'efficacité quand on n'apporte qu'une seule souche en termes de biocontrôle. On sait des fois ça marche pas bien. On a des problématiques on va dire de durabilité de ces solutions. Et donc, on peut imaginer d'avoir vraiment des nouvelles générations d'agents de biocontrôle qui vont être plutôt des assemblages de consortiums bénéfiques à la santé des plantes et non plus une souche. Et en jouant sur ces assemblages, on va pouvoir assembler non pas des espèces, mais aussi finalement des fonctions
et on va pouvoir optimiser des fonctions en lien peut-être avec la nutrition, avec le turnover des matières organiques, avec la capacité à moduler l'immunité de la plante. Donc vraiment des solutions de biostimulants ou de biocontrôle de plus en plus intégrées. Et puis la dernière évidence, hein, vous l'aurez compris, c'est dans cette dimension de vision maintenant qu'on a des organismes, hein, et donc cette vision de l'holobionte, c'est finalement de réellement aller vers la prise en compte dans les schémas de sélection de ces interactions plantes-microbiote bénéfiques pour la performance globale de la plante. Et derrière, donc, effectivement, il y a encore des verrous en termes de modèles mathématiques, de capacité à phénotyper à haut débit ces interactions, mais on a des solutions de phénotypage haut débit, en tout cas, le domaine de la recherche en a, et on peut imaginer les transférer d'un point de vue très opérationnel. Et finalement, cette vision ou cette capacité qu'on aura à décrire ces holobiontes, à mon sens, vont permettre de générer en fait des nouveaux idéotypes de variétés cultivées, de nouveaux génotypes de plantes, qui ne seront plus des plantes, qui ne seront plus des variétés, mais qui seront des holobiontes à intérêt agronomique, dans un but donc de performance idéale de la plante, avec une réduction importante en fait des effets négatifs qu'on pourrait avoir autour de la capacité à produire ces plantes. Voilà, je voulais juste citer que ce projet, hein, vous l'aurez compris, ce sont des sujets front de science, et donc qui impliquent en fait des collaborations importantes au niveau de la communauté nationale, mais aussi avec des rebondissements ou des retentissements à l'échelle internationale, hein, par rapport à l'engouement de ces questions de recherche autour du microbiome. Et donc ce projet Deep Impact, hein, que je coordonne, en fait, embarque un grand nombre d'unités de recherche académiques, universitaires, INRAE et autres, qui permettent, en tout cas, qui ont mis dans ce projet, on va dire, toute leur énergie pour pouvoir avancer dans les 6 ans de durée de vie de ce projet, à pouvoir réellement documenter en fait ces microbiomes et aller vers cette projection d'une agriculture en 2035 qui pourrait être basée en partie sur l'aptitude qu'on aura à utiliser ces microbiomes présents dans les sols et en interaction intime avec la plante. Voilà, je vous remercie, je m'excuse encore pour les petits bugs techniques du côté de Rennes, et je pense je repasse la main à Jean-Paul. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, on a pu terminer et on a pu te donner la parole pour conclure ta présentation. Donc, je reviens vers Florence, qui a scruté de près un petit peu l'ensemble des questions qui sont posées sur le chat. Et voilà, on fait confiance à la capacité de synthèse de Florence, parce que je vois qu'il y a de nombreuses questions. Florence, je te donne la parole. Merci Jean-Paul, écoute, je vais faire au mieux, parce que comme comment dirais-je, les exposés se sont déroulés, à certains moments il y avait des questions dont on a pu avoir la réponse un petit peu plus tard en écoutant l'un et l'autre. Mais néanmoins, il y a énormément de questions très intéressantes et qui peuvent permettre de relancer le débat assez longtemps. Alors, ce que je vais essayer de faire, effectivement, pour moi, il y a 3 ordres de questions. Il y a un peu des questions sur qu'est-ce qu'on sait déjà, qui pourrait être déjà, en fait, utilisable, ou en tout cas empiriquement, avec des connaissances empiriques. Ensuite, il y a énormément de questions sur comment ça marche, les mécanismes. Et puis, il y a des questions aussi sur lesquelles je voudrais bien qu'on revienne un peu, parce qu'elles sont vraiment intéressantes, sur les conséquences en termes de méthode et en termes de dispositifs, soit pratiques, soit en termes de recherche. Alors, sur les premières questions, qu'est-ce que l'on sait déjà? Il y a eu à 2-3 reprises des questions sur les cultures pérennes et les fruits et légumes. Est-ce qu'on a des travaux? Parce que vous avez beaucoup cité, enfin surtout Claude Maumenet, des questions sur les grandes cultures. Est-ce qu'on a des travaux en arboriculture ou en viticulture? Il y a une question explicite, c'est qu'est-ce qu'on sait du rôle de la rotation des cultures sur l'efficacité? J'en donne quelques-unes dans ce premier champ, qui est plutôt le premier champ de où en sont les connaissances sur les relations entre le microbiote et un certain nombre de choses, et pas nécessairement les mécanismes. En tout cas, est-ce qu'on sait des choses? Est-ce qu'il y a eu des observations? Donc, les cultures pérennes, la rotation des cultures et leur rôle, la qualité des produits, la qualité des fruits et légumes, ou plus largement des produits. Et puis une question plus spécifique peut-être à Claude Maumenet sur son dernier exemple, la question des mélanges variétaux. En quoi est-ce que ça fait intervenir, dans la résistance à la rouille, en quoi est-ce que ça fait intervenir le microbiote? C'est ma première série de questions. Si vous pouvez répondre l'un ou l'autre. S'il n'y a rien à en dire, moi j'en ai encore. Non, on va faire une première pause. Voilà.
Donc, peut-être Claude, d'abord sur les mélanges de variétés, en quoi on invoque le microbiote quand on parle de ça. En fait, c'était le dernier exemple. Oui, pour le projet Boritos, effectivement, les mélanges variétaux. Alors, il a été montré que sur le riz, cultiver 2 variétés côte à côte pouvait avoir un intérêt sur la santé de l'ensemble. L'idée du projet, c'était effectivement de vérifier on avait le même type d'interaction au niveau des variétés de blé dur. Les mécanismes, c'est un peu l'objet du projet, d'essayer d'approcher les mécanismes. Alors, j'ai décrit 3 grands types de mécanismes. Et donc, l'idée, c'est qu'une variété cultivée à côté de l'autre va induire l'immunité de la variété voisine et réciproquement. Et parmi les possibilités, alors il peut y avoir des effets directs, simplement des exudats racinaires qui induisent l'immunité de la plante voisine, de la variété voisine, mais ça peut aussi passer par des modifications du microbiote et par conséquent une stimulation du système de défense des plantes cultivées en mélange. Donc le microbiote n'est qu'une possibilité d'activation des mécanismes de défense des plantes cultivées en mélange. D'accord, merci. Mais c'est plus une hypothèse, Claude, qu'une réalité mesurée. À ce stade-là, oui, on en est plus au stade des hypothèses. D'accord, ok. Alors Florence, il y avait d'autres aspects, je crois que tu as parlé aussi des cultures, d'autres cultures. Qualité des produits, est-ce qu'on sait quelque chose sur le rôle du microbiote dans la qualité des produits? Que ce soit la saveur ou les vitamines, certains s'interrogent sur la qualité nutritionnelle ou gustative des produits. Alors, je pense que ça fait un peu écho là, c'est Christophe qui, alors je crois que ma caméra marche pas bien d'après ce que je vois dans la chat, je ne sais pas si vous me voyez pas, mais effectivement, ça rejoint un petit peu la remarque que faisait Christian en fait sur finalement ce continuum des microbiomes entre finalement le sol, la plante, les organes exportés ou les fruits. Et effectivement, on sait que le microbiome, finalement, on en trouve partout et tout au long de la chaîne de production, et que finalement, derrière, on peut imaginer effectivement que un certain nombre on va dire, de présence de certaines espèces microbiennes vont conditionner finalement la manière dont les tissus végétaux vont être transformés et donc apporter de nouvelles qualités ou de nouvelles propriétés, alors bénéfiques ou négatives, hein, bien sûr, mais effectivement que ce microbiome va pouvoir jouer sur la qualité des produits. Et donc, de plus en plus, on a vraiment cette vision de chaîne alimentaire complète où le microbiome, finalement, à chaque étape, il va évoluer. On va avoir des diversités différentes. Mais finalement, le microbiome, maintenant, est réellement vu comme un acteur indissociable, finalement, soit de l'organisme vivant, comme on a pu le montrer autour de la plante, soit effectivement des organes exportés qu'on va pouvoir consommer et qui vont pouvoir, par exemple, transformer certaines molécules non appétantes. On prend le cas chez les brassicacées, hein, les glucosinolates par exemple, ces composés soufrés qui ne sont pas forcément très agréables au goût ou à l'odeur. On sait qu'on a dans le gut humain par exemple des micro-organismes qui vont dégrader ces composés-là et donc apporter d'autres, on va dire, d'autres propriétés organoleptiques et donc pouvoir jouer aussi sur cette qualité globale en termes de nutrition et de santé. Sur la question des caractéristiques des microbiotes, il y a une série de questions sur ce qui fait que ça diffère d'un lieu à l'autre, par exemple d'une latitude à l'autre, ou alors du fait qu'on soit en agriculture biologique ou non. Est-ce que le fait d'avoir utilisé pendant longtemps des fongicides a pu dégrader les microbiotes du sol? Est-ce qu'on sait des choses sur ça? Je vais vous répondre et Claude, tu compléteras si tu veux, mais donc, effectivement, on a maintenant de plus en plus lié aux études sur l'assemblage de ces microbiotes des éléments qui permettent de mieux comprendre les facteurs environnementaux qui vont structurer cette diversité. Et typiquement, les microbiotes, avant d'être des microbiotes, ce sont des organismes vivants, donc qui vont répondre finalement à des grandes, on va dire des grands
filtres environnementaux ou écologiques comme tout organisme. Donc effectivement, on va retrouver une plus grande diversité autour des pôles, comme la diversité des espèces végétales ou des insectes, etc. Et plus on va s'éloigner vers aux tropiques, pardon, et plus on va s'éloigner vers les pôles, moins on aura de diversité. Et puis donc derrière ces facteurs environnementaux, effectivement, on sait que des facteurs pédoclimatiques sont importants. Et dans le facteur pédo, le pH est important, la texture du sol est importante, la teneur, la qualité de la matière organique qui est présente dans un sol va être importante pour expliquer un type de diversité microbienne. Et comme je le disais, effectivement, toutes les pratiques agronomiques vont avoir un impact plus ou moins important sur ces microbiomes. On n'est pas dans un discours d'érosion ou de perte de diversité comme on peut l'entendre autour des pratiques agronomiques, par exemple, comme sur d'autres composantes on va dire biotiques, je pense aux communautés d'oiseaux, aux communautés d'insectes, les pollinisateurs, parce que notamment ces micro-organismes, ils sont là depuis très longtemps, ils ont une capacité d'adaptation, de résilience qui est très importante. Ces forts niveaux de diversité taxonomique et fonctionnelle font qu'ils sont capables finalement, ils étaient là avant nous et on pense qu'ils seront là bien après nous si on était dans des systèmes d'érosion très importants. Et donc, typiquement, des produits phytosanitaires, c'est avant tout des nutriments pour les micro-organismes. Donc, ce n'est pas eux en fait, qui vont être impactés fortement par ces molécules-là. Par contre, ils peuvent les dégrader et donc jouer sur leur efficacité, ça c'est sûr, on le sait. Effectivement, sur certains fongicides, on peut avoir des effets sur, en fonction de leur spécificité, sur le reste de la composante microbienne. Florence, tu parlais d'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, on utilise beaucoup de cuivre, par exemple. Voilà, on sait que le cuivre est plutôt est tout aussi délétère que certains composés phytosanitaires, par exemple. Donc, utiliser massivement du cuivre peut avoir des effets négatifs sur cette biodiversité microbienne. Et donc maintenant, effectivement, on arrive à bien comprendre finalement les facteurs, l'effet de certaines pratiques, le fait de travailler un sol, le labour, par exemple, on sait que ça va impacter énormément la diversité des communautés fongiques. Par contre, ça va être très bénéfique sur les communautés bactériennes parce qu'on va jouer sur l'oxygénation du milieu. Et donc, on va rebooster des activités, notamment sur le turnover de la matière organique, et donc on va déstocker du carbone. Tout ça pour dire en fait qu'on est vraiment sur des services, 10 services qui sont associés à ces micro-organismes, et donc c'est bien la compréhension de l'ensemble de ces facteurs qui va nous permettre de les piloter de manière optimale vers un service qui est celui qu'on va désirer avoir dans un système de production agricole. Du coup, toutes ces connaissances, cet engouement et cette découverte de l'importance de ce microbiote fait qu'il va y avoir beaucoup de développement de solutions de biocontrôle. Comment les agriculteurs vont faire en quelque sorte pour faire la différence entre les vraies solutions de biocontrôle et tout un tas de produits miracles dont on peut imaginer dont on peut espérer qu'ils vont aider à booster le microbiote pour le bien de tout le monde? Là encore, je pense que c'est vraiment ce que la recherche va être capable de produire pour démontrer l'efficacité et aller vers cette vision un peu fonctionnelle, en tout cas d'aller jusqu'à la validation de l'efficacité d'un produit avec un certain nombre de critères ou de caractéristiques qui vont être des caractéristiques très certainement réglementaires, comme sur d'autres molécules ou d'autres produits, où il y a quand même des cahiers des charges. Et je pense que pour le microbio, il va falloir des cahiers des charges de plus en plus élaborés, qui va vraiment permettre de démontrer une efficacité et que c'est pas ce que tu étais, on va dire, diplomate, Florence, qu'on pourrait appeler de la poudre de perlimpinpin, ou en tout cas, effectivement, un coup ça marche, un coup ça marche pas, et on ne sait pas trop pourquoi, parce que effectivement, on joue sur du produit vivant, et donc quand on joue sur du produit vivant, il faut que la solution de biocontrôle qu'on va apporter s'installe, puisse exprimer un potentiel fonctionnel et les fonctions ou les métabolites qui vont contribuer à cet effet bénéfique. Derrière biocontrôle, je pense qu'il faut aussi qu'on discute effectivement les deux grandes approches qu'on a, c'est-à-dire du biocontrôle par conservation, et donc jouer sur des pratiques agronomiques qui vont en fait orienter, piloter le microbiome indigène, endogène présent dans nos sols, et puis du biocontrôle par augmentation, où là on va identifier, parce qu'on n'aura on va dire, pas de solution de pilotage efficace sur du court terme, ou en tout cas qui va permettre de proposer une solution acceptable pour un producteur. Là où on pourra avoir effectivement des solutions où on va apporter un consortium microbien ou une souche microbienne avec un effet escompté. Et quand tout à l'heure je parlais des consortiums microbiens plutôt que des souches ou des monosouches, c'est déjà des choses qui existent en termes de biocontrôle, parce que en jouant sur des assemblages d'espèces, on peut jouer sur
une espèce qui va avoir un trait d'implantation différent par rapport à un facteur environnemental. Donc peut-être qu'elle va pas, cette espèce-là à l'intérieur de ce consortium ne va pas s'installer, mais une autre espèce qu'on aura mis avec la même fonction, elle va pouvoir disposer des traits qui vont lui permettre d'avoir une bonne implantation, une bonne expression dans l'écosystème dans lequel elle va être. Donc on va finalement, en jouant sur ces consortiums, on va peut-être jouer sur la robustesse de la réponse et la stabilité en fait de la réponse dans le temps, qui va permettre d'avoir des solutions réelles et pas effectivement des solutions, on va dire, sur un positionnement de marché qui serait parce qu'il faut qu'on sorte des produits phytosanitaires et que voilà, les solutions de contrôle sont plus acceptables, entre guillemets. Et puis juste pour terminer, il y a la souche qu'on peut apporter, mais aussi de la part la compréhension des fonctions et des mécanismes qui sont derrière. On peut aussi imaginer d'aller directement sur le métabolite produit par la souche ou par les micro-organismes, et donc de pouvoir apporter directement ces métabolites comme un produit phytosanitaire, mais sauf que là, ce sera un produit plutôt biosourcé et qui va permettre donc de conférer avec peut-être une plus grande efficacité un effet bénéfique, pour peu qu'on ait étudié les effets délétères ou indirects en fait de ces solutions, parce qu'apporter une souche dans un écosystème, c'est pas anodin. Si on fait écho à tous les problèmes d'invasion de certaines espèces, par exemple, donc c'est un sujet effectivement sur lequel il faut aller avec prudence et bien documenter. Et là, la recherche a réellement un rôle à jouer pour réellement bien documenter ces différents aspects. Alors justement, pour ce qui est de fonctionnement, il y a beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions sur, malgré tout ça, finalement, comment ça marche et quels sont les différents mécanismes et comment on peut jouer dessus. Alors, les choses qui ont été évoquées, c'est est-ce que c'est la stimulation des défenses des plantes? Est-ce que c'est une forme de vaccination dans certains cas, en gros, avec une inoculation avec des souches protectrices, une occupation de la niche écologique? Est-ce que quel sont le rôle de la mésofaune ou de la macrofaune? Est-ce qu'il y a des phages qui contrôlent les micro-organismes? C'est des questions un peu différentes, mais il y a eu pas mal de questions sur les aspects de compréhension des mécanismes. Donc, derrière les mécanismes, tout ce que tu as cité est juste. C'est-à-dire qu'en fonction des contextes, en fonction du couple espèce de plantes bioagresseurs qu'on va travailler, on peut imaginer de jouer sur ces différents mécanismes. Claude a évoqué le cas du piétin échaudage. On est typiquement là où on ne va pas jouer sur l'immunité de la plante, on va directement jouer sur des interactions microbe-microbe. Et donc là, on va plutôt être sur des processus autour de l'antagonisme avec la production d'antibiotiques qui vont réguler les populations de pathogènes, en tout cas descendre l'inoculum primaire et donc éviter une trop grande prévalence de la maladie. On peut être sur de la compétition pour les nutriments. On parlait des exudats racinaires. On peut imaginer de la compétition pour ces nutriments. On peut imaginer leurrer ou en tout cas dégrader une molécule signal produite par la plante qui va renseigner le bioagresseur et par exemple sur des formes de conservation de spores ou de kystes dans les sols, lever cette dormance et donc activer le processus de développement. Donc on peut jouer effectivement autour de ces paramètres d'interaction microbe-microbe ou dégradation d'un signal. Et puis on peut jouer sur de l'immunité, où là effectivement, et ça c'est bien documenté, certaines souches microbiennes, quand elles interagissent avec la plante les reconnaît, dialogue avec elles et induit en fait un niveau basal de défense qui peut être dans certains cas suffisant pour éviter l'implantation ou le développement d'une population pathogène et donc de shifter vers ce caractère un peu de dysbiose, de déséquilibre des communautés microbiennes. Donc ça, c'est vraiment un ensemble de choses importantes. Et puis, dans ce que tu évoques, le deuxième aspect de la question, une fois qu'on est derrière ces mécanismes, c'est en gros les niveaux trophiques et donc les différentes interactions entre ces différents niveaux trophiques. Alors, le microbiote, c'est un des aspects de la biodiversité qui est présent dans les sols. On a effectivement des niveaux trophiques supérieurs. On a des protozoaires qui vont consommer des champignons, qui vont consommer des bactéries. Tu as cité les phages. Effectivement, on considère aujourd'hui que les plus grands un des aspects importants de cette diversité d'organismes dans les sols qui va réguler les populations de champignons ou les populations de certaines espèces bactériennes, ce sont des phages ou des mycophages. Mais quand on dit ça, en fait, ça veut dire que ces phages ou ces mycophages peuvent aussi être spécifiques d'un agent pathogène. Donc on peut imaginer aussi utiliser ces processus-là, d'utiliser un mycophage par exemple qui va être spécifique d'un champignon phytopathogène et donc de pouvoir réguler ou baisser cet inoculum en utilisant ce type d'organisme pour peu qu'on soit capable de le multiplier et potentiellement de l'apporter ou de pouvoir le réguler.
pour ce qui concerne de la mésofaune, sur des niveaux trophiques supérieurs, on sait effectivement qu'on a des nématodes, des protozoaires qui sont des consommateurs de bactéries et de champignons. Voilà. Est-ce que c'est des consommateurs spécifiques? Est-ce qu'ils consomment plus d'agents pathogènes que, on va dire, de bons agents du microbiote? Certainement pas. Ils vont consommer avant tout des bactéries et des champignons. Et donc ça, c'est, on va dire, les équilibres biologiques, les interactions écologiques normales qu'on observe en fait dans ces écosystèmes. Donc oui, c'est des choses qui sont regardées, qui sont étudiées, mais qui apportent encore un niveau de complexité supérieur. Alors, pour rester dans des questions concrètes, puisqu'il y a une question qui est revenue, sans doute que vous n'y avez pas répondu tout à l'heure quand je l'ai posée, l'arboriculture, le maraîchage, est-ce que c'est des domaines où on a déjà des exemples de choses qui marchent ou qui sont étudiées? Alors, je vais répondre pour oui. La réponse, elle est oui. On a des projets qui travaillent le microbiome sur ces différentes espèces. Hein. Ce n'est pas uniquement de la grande culture, où là encore, ça reste une plante. Hein. Et donc, une plante, par rapport à ce concept de l'obionte, elle interagit avec des microbiotes. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre d'études aujourd'hui sur un grand nombre d'espèces d'intérêt agronomique, que ce soit de la grande culture, que ce soit de l'arboriculture, que ce soit de la viticulture, que ce soit des plantes maraîchères, que ce soit aussi des plantes horticoles qu'on ne consomme pas. Mais il y a effectivement tout un engouement d'utiliser on va dire, la connaissance autour de ces microbiomes. Dans ce que je vous ai décrit ou dans ce qu'on a décrit avec Claude, c'est finalement effectivement d'utiliser ces interactions pour jouer sur la performance de la plante qui nous intéresse. Et cette plante, eh ben, elle peut être tout ce que tu as décrit, Florence, de la grande culture, de l'arboriculture, du maraîchage, de la viticulture. D'accord. Florence? Oui. Il y a une question qui me taraude et que je voudrais poser à nos intervenants. Concernant les dispositifs expérimentaux, il y a une question fort intéressante qui est de dire, mais finalement, est-ce que nos dispositifs expérimentaux en petites parcelles ou en moyennes parcelles, enfin, etc., vont être adaptés à faire ça? Parce que déjà, il y a un écart entre ce qu'on va observer au champ, au laboratoire, qui sera en conditions contrôlées, puis au champ, on va être dans un milieu ouvert. Voilà. Est-ce que ça doit nous amener à réviser les protocoles expérimentaux? Oui, j'allais y venir. Pardon. Non, mais vas-y, Jean-Paul, on est là pour discuter. Et du coup, dans cette question, il y a l'hypothèse que, puisque le microbiote, il ne s'arrête pas à la frontière de la parcelle expérimentale. Et que donc, est-ce que c'est possible de continuer à raisonner en micro-parcelles plutôt que comme on le fait aujourd'hui? C'était ça. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Paul, j'ai compris ça, moi, dans la question qui a été posée. Claude, je ne sais pas si tu veux répondre, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'effectivement, ces micro-organismes, ils sont petits. Leur distribution spatiale n'est pas homogène à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un grand territoire. Alors, il y a des collègues, notamment à INRAE, je pense à l'UMR Agroécologie à Dijon, qui travaillent sur ces histoires de distribution spatiale, de biogéographie microbienne, avec la production de cartes d'atlas à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et il y a des projets pour faire des cartographies à l'échelle mondiale, en fait, de cette diversité microbienne dans les sols. Effectivement, on a toute une spatialisation de cette diversité. Dire que ça va fondamentalement changer la manière dont on expérimente d'un point de vue agronomique, je ne pense pas. La question, c'est plutôt, c'est plutôt la question de savoir comment on va documenter cette diversité, comment on va l'étudier. Quand on parle tout à l'heure, on parlait effectivement et on a ciblé nos topos plutôt de ce qui se passe autour des organes de la plante. On a des questions à l'heure actuelle de savoir est-ce qu'il faut mieux qu'on aille dans du sol, on va dire, non planté, dans du bulk soil, en absence d'interaction avec la plante, ou est-ce que finalement, pour nos questions de recherche autour de la santé des plantes, il faut pas mieux aller voir sur ce qui se passe à la surface des racines ou dans le compartiment endophyte à l'intérieur des racines? Donc effectivement, ces questions de spatialisation, de distribution spatiale de la diversité, on la prend en compte et elle est à prendre en compte en fonction de la question de recherche. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est capable de caractériser cette diversité, quelle que soit l'échelle en fait spatiale qu'on veut prendre ou temporelle. Et donc, c'est plutôt la question de recherche qui va conditionner le plan d'expérience et la manière dont on va aborder finalement l'expérimentation pour répondre à la question.
Mais d'un point de vue purement de l'analyse de ces microbiomes, il n'y a pas de verrou majeur à ça. C'est simplement du design expérimental classique, mais qu'on a l'habitude de faire et qui n'est pas problématique, et donc d'adapter ce design à la question de recherche qu'on va poser. Il y avait une question qui, moi, m'a un peu interpellée. Peut-être que la réponse, c'est pas pour tout de suite. Excuse-moi, Florence, je voulais juste compléter d'un point de vue pratique. Là, dans les exemples qu'on a montrés, on peut influer sur le microbiome et indirectement sur la santé de la plante pour le piétin et chaudage avec des petites parcelles sur les apports d'azote. Donc ça veut dire que potentiellement on peut mobiliser des petites parcelles, mais tout dépend un petit peu des questions qui sont derrière, comme l'a dit Christophe. Et puis sur le chaulage, on avait des dimensions un peu plus grandes, et évidemment quand on joue sur la rotation, ça va être encore pour des questions purement pratiques des dimensions encore plus grandes. Donc il y aura une combinaison entre la question de recherche et les dimensions pratiques pour jouer ou agir sur le microbiome. Il y a pas mal de questions sur la question entre biocontrôle par conservation ou par intervention. En particulier, il y a des questions qui sont formulées sous la forme: est-ce que le biocontrôle n'est pas une fausse bonne idée? Est-ce qu'il ne faut pas mieux restaurer les équilibres biologiques? Et moi, il y a une question qui m'a semblé intéressante, parce que elle serait bien utile si on avait la réponse. C'est: est-ce qu'il y aurait des indicateurs pour un agriculteur pour suivre la qualité de son microbiome, de son sol? Ou est-ce que c'est pour le futur? Mais est-ce qu'on peut même pour le futur, puisqu'on est pour 2035, rêver que l'agriculteur aurait des éléments simples pour des indicateurs, voilà, des indicateurs suivis au long de la campagne de la qualité du microbiote? Alors ça existe déjà, hein, des indicateurs de diversité, c'est-à-dire des espèces qui sont présentes, hein, et je pense même qu'il y a des entreprises privées qui proposent ce genre d'études. La question, c'est pas tellement derrière la question de l'indicateur, il y a la question de qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on est capable à l'instant T de produire une liste d'espèces microbiennes qui sont présentes, mais derrière la question de l'indicateur, si on pousse le raisonnement et d'en faire un réel indicateur, c'est qu'on doit être capable de traduire cet indicateur en réponse opérationnelle, c'est-à-dire que est-ce que la question c'est à quel niveau de diversité sont mes sols, et est-ce que ce niveau de diversité est corrélé ou associé, on va dire, à une bonne performance globale de ma culture avec une réduction de mes intrants et donc une bonne stabilité ou durabilité de ma production agricole. Donc la question pour moi elle est plutôt là, que effectivement aujourd'hui on peut être capable, alors c'est encore un coût, mais on peut penser que les évolutions des technologies de séquençage massive que Christian avait présenté, que Claude avait repris dans son exposé, hein, se démocratise, et qu'on va arriver à ça. À l'heure actuelle, la question qui se posera peut-être plus, c'est qu'on est beaucoup sur des indicateurs d'espèces qui est présent dans un écosystème donné, et que la question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quels sont réellement les traits fonctionnels, ou en tout cas les fonctions ou les services qu'on peut attendre de cette diversité-là, et donc la traduction de cette diversité en diversité fonctionnelle ou en services produits rendus, qui me semble être la vraie question pour 2035, hein, c'est-à-dire d'être capable de traduire cette diversité en quelque chose qui va parler à l'agriculteur en termes de performance et de conseils, hein, pour dire là c'est une situation qui est plutôt dégradée, ou peut-être qu'un faible niveau de diversité dans un contexte de production agronomique, hein, on est peut-être dans des contextes environnementaux où voilà, on est au maximum de ce qu'on peut espérer et on ne pourra pas forcément faire mieux, sauf à intervenir de manière importante sur le contexte pédologique, par exemple. On a parlé du chaulage, on pourrait parler de la matière organique ou ce genre de choses qui pourraient être ensuite mobilisées. Je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps. Il reste deux séries de questions assez fondamentales, peut-être, pour ouvrir encore plus la discussion. Une première question sur: est-ce que tout ça, ça ne modifie pas radicalement la conception de la santé des plantes? Du coup, sur l'origine des maladies des plantes, est-ce qu'on peut encore dire qu'un pathogène entraîne une maladie, comme l'exemple du piétin, ou est-ce qu'il faut abandonner cette vision-là? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est est-ce que tout ça, ça ne change pas complètement, ou ça ne va pas changer à terme complètement la création variétale, l'amélioration des plantes, la création de nouvelles variétés, puisqu'il faut prendre simultanément le microbiome et les caractéristiques génétiques de la plante. Donc ça, c'est deux
il y a eu pas mal de questions sur ces deux grands champs, on va dire. Est-ce qu'il ne faut pas repenser la santé des plantes et est-ce qu'il ne faut pas repenser la création variétale? Et tout ça en 1 minute. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Florence, c'est-à-dire que je pense qu'on est sorti du dogme. Alors, ça dépend de la question de recherche, si on se passe dans la question de recherche, mais je pense qu'on est sorti du dogme, en tout cas pour les écologues. On est plus sur une relation, une plante, un agent pathogène. On est vraiment sur cette notion du pathobiote élargi, c'est-à-dire finalement de tout le cortège d'organismes associés à la plante, donc avec cette vision de la plante comme un écosystème vivant en interaction avec de multiples organismes bénéfiques ou délétères. Et donc oui, ça va plutôt vers une perception, une manière différente en fait de poser la santé des plantes avec cette vision la plus intégrée possible et qui va vers cette vision un peu One Health qu'on peut prôner d'un point de vue des sorties, on va dire de nos recherches. Et puis pour la deuxième question, dans cette vision un peu holobionte, si je l'ai bien perçu, ou sélection, finalement, c'est la question que tu évoques, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de décrire en fait cet ensemble de diversité microbiote associée à la plante. On est encore sur des questions de savoir quelle est la fraction pertinente en interaction avec la plante par rapport au service rendu, et que peut-être tout ce qu'on observe aujourd'hui avec ces outils métaomiques sont peut-être pas, tout n'est pas à mettre au même niveau d'observation et d'effets escomptés. Et donc la sélection variétale va poser la question de c'est quoi la fraction utile. Et cette fraction utile, on peut la retrouver potentiellement dans des sols avec des contextes pédoclimatiques différents, ce qu'on pourrait appeler une espèce de corps microbiome, ou en tout cas la réduction congrue de la diversité du microbiote qui est pertinent de prendre en compte, y compris dans des schémas de sélection. Bon, eh bien peut-être que il nous reste 5 minutes. Jean-Paul, tu avais prévu de conclure. Sinon, des questions, on en a encore pour passer. Oui, c'est la soirée, mais peut-être. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à la conclusion de ce séminaire, de ce webinaire, pardon. Voilà, je suis désolé, vous avez plein de questions, mais je pense que voilà, vous avez identifié 2 interlocuteurs et puis vous savez que voilà, il y a quand même des équipes qui travaillent sur le sujet, donc je pense qu'on reviendra sur ces questions inévitablement, puisqu'on se promet qu'on pourra se projeter avec ça dans l'avenir. Je voulais très modestement à mon niveau conclure un petit peu ce webinaire en vous faisant part de 4 idées que je voulais partager avec vous. Et au passage, je remercie nos 2 intervenants, Claude et Christophe, pour leur présentation qui voilà, suscite plein de questions et on voit à quel point ça passionne un petit peu les réflexions. Je voulais remercier aussi Christian pour son introduction et puis Florence aussi pour la gestion des questions. Alors, 4 idées. La première, c'est pour vous dire que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est cet optimisme et cette fébrilité face à la découverte. On est vraiment dans l'exploration d'un nouveau monde, ce microbiote là, qui me fait penser et qui me fait faire des parallèles avec d'autres questions. On a parlé dans le début des années 70 du microbiote intestinal. Bon voilà, 50 ans après, enfin dans le grand public, parce qu'il y a certainement eu des travaux de recherche avant, et voilà, 50 ans après, on voit quelques applications quand même qui existent, et on voit quand même que ce sont des réflexions qui s'inscrivent dans le temps long. Alors, on peut penser quand même qu'aujourd'hui, on a des moyens d'investigation, de calcul, etc., qui nous permettent quand même d'aller plus vite et de bénéficier aussi de l'apport de tout ce qui a été fait précédemment. Donc, on espère que l'un va pouvoir doper l'autre. Ça me fait penser aussi à un autre parallèle, qui est le parallèle avec l'exploration spatiale. Là, on ne plonge pas dans l'espace, on plonge dans l'infiniment petit au niveau du sol, mais on voit que on est à la découverte vraiment d'un nouveau monde, quelque chose qu'on ne connaît pas bien, ou pas du tout. Et on voit qu'on a tout à apprendre. Mais il faut avoir un certain optimisme lié à ces sentiers de découverte un peu nouveaux, parce que forcément, ça nous fera découvrir de nouvelles choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. On a parlé par exemple d'holobionte, et c'est vrai que ça fait réfléchir par exemple sur la sélection variétale par rapport à ça. Et ça va certainement nous obliger à développer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Ayez en tête que, par exemple, l'exploration spatiale,
nous a apporté des choses sur les circuits intégrés, les langages de programmation, la couverture de survie, le textile inifugé, les airbags, les couches, enfin bon, vous voyez, des choses, des innovations complètement inattendues qui ont été le résultat d'un travail d'exploration de quelque chose de nouveau. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est aussi cette introduction à la complexité du vivant. Voilà. On a dans nos sciences agronomiques l'habitude un peu de cadrer les choses, de donner un cadre de compréhension qui facilite la compréhension. Et là, on voit tout de suite que on est sur des voies qui apportent de la complexité. Jusqu'à présent, ou en tout cas, c'était bien commode, on considérait un peu le sol comme un support de culture. C'est pas tout à fait ça, j'exagère bien sûr. Voilà, on le caractérise par des propriétés physiques et chimiques. On sait bien qu'il y a des propriétés biologiques, mais bon, on a du mal à le caractériser. Il commence à y avoir quelques indicateurs. Et là, nos collègues nous plongent dans le monde de la complexité. Alors là, on n'est plus dans le domaine du cadrage précis, on est dans la complexité apportée par des équilibres, par des interactions. Et on a le sentiment qu'on va devoir gérer plus des interactions que des connaissances spécifiques. Et donc tout ça amène de la complexité. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Je pense que ça fait partie du progrès. Et puis, je pense aussi qu'on va avoir des outils qui vont nous permettre aussi de faciliter cette compréhension. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on s'oriente non pas vers de la simplicité, mais de la complexité. C'est ça aussi qui est excitant, qui est passionnant. Troisième idée, je crois que vous l'avez évoqué, et c'est souvent le cas lorsqu'on parle de microbiologie, il faudra qu'on apprenne à vaincre la barrière du laboratoire. C'est vrai que pour la compréhension des phénomènes, enfin Christophe nous a expliqué ça, on est obligé parfois de se mettre dans des conditions contrôlées pour bien comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qu'on mesure, comment c'est variable, à quoi c'est sensible, etc. Mais ensuite, évidemment, comme le disait Florence, on a envie de se projeter tout de suite dans la pratique. À quoi ça va nous servir, comment on va pouvoir l'utiliser, etc. Et souvent, il y a la barrière du labo. C'est-à-dire que là, particulièrement, on va se retrouver dans des milieux vivants, ouverts, soumis aux intempéries, au travail du sol, comme nous l'a dit Christophe. Et donc, du coup, il va falloir qu'on apprenne à gérer cette difficulté. Bon, voilà, je pense que ça fait partie du challenge, mais on va devoir travailler ensuite vers un milieu qui est plus ouvert, plus hétérogène et qui est le siège lui-même de nombreuses interactions. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est, bon, ça me paraît une évidence, mais je pense que c'est important qu'on puisse le partager. On est vraiment dans des... Alors, Christian disait tout à l'heure, j'ai bien aimé cette qualification, on est dans de l'éclairage sur des nouveaux sujets, on n'est pas dans la prospective. Et donc, on voit que c'est quand même des travaux qui sont inscrits dans le temps long et qui sont inscrits aussi inévitablement dans la collaboration. Ces sujets sont complexes et nous amènent à travailler dans la pluridisciplinarité. On voit qu'on a besoin des agronomes, des pédologues, des microbiologistes, des biologistes, des agriculteurs, parce que voilà, ils nous remontent des expériences particulières ou des pratiques particulières, des mathématiciens, parce qu'on a besoin de... Bon, voilà. Et donc, on voit que cette complexité nous amène aussi, et ça c'est fort heureux, à travailler plus en collaboration, si ce n'était pas le cas. Et puis, je pense que ça va aussi rapprocher inévitablement le labo du champ, les chercheurs des agronomes, parce que voilà, on ne devra pas faire l'économie de cet aller-retour entre le labo et le champ. Bon, voilà, quelques mots. Alors, ce n'est pas conclusif, évidemment, c'est un tel sujet si important et immense qu'il serait prétentieux de vouloir le conclure. Mais bon, voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir partager quelques idées ayant vu vos présentations. Christian, un petit mot pour la fin. Tu nous as fait le plaisir d'ouvrir cette séance. Avant de te redonner la parole, je voulais dire qu'on a une autre séance vendredi, qui sera le dernier webinaire, mais je te laisse peut-être nous parler de tout ça. Merci à tous. Merci beaucoup Jean-Paul, merci Christophe, merci Claude et merci beaucoup Florence pour avoir fait la synthèse de questions. Effectivement, c'était d'une richesse presque à donner le vertige en fait, tellement ça, en fait, ça donne envie d'y passer beaucoup plus de temps et on est impatient
de voir à la fois les dimensions appliquées introduites par Claude se poursuivre et les champs de connaissances proposés par Christophe et en fait des tas de fils qu'on pourrait tirer, et les questions nous encouragent à ça. Donc je trouve que c'est absolument passionnant. Tu l'as très bien souligné, Jean-Paul, dans tes mots de conclusion. Ça doit nous inviter en fait je pense à renouveler ce genre de réunion. Ça ne nous prend pas beaucoup de temps, et quand on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de l'air dans l'ensemble de nos activités. Donc je trouve ça vraiment très bien. On aura un 3e épisode de nos webinaires vendredi sur un domaine très très différent, l'éthologie animale, comment ça conduit à repenser l'élevage. Là aussi, je pense qu'on va avoir des moments de vertige vendredi, donc j'attends ceci avec impatience. On est effectivement à devoir montrer comment le fait de prendre un tout petit peu de recul, de regarder à 10 ou 15 ans, permet de donner je ne veux pas dire de l'espoir, parce que ça supposerait qu'on en manque, mais de donner des perspectives nouvelles pour penser l'agriculture de demain. Et puis au-delà de l'agriculture, penser l'agroalimentaire de demain, parce que dans le microbiote, il y a un truc que vous n'avez pas évoqué du tout, c'est tous les phénomènes fermentaires, en fait, qui de fait sont un moment où il y a un microbiote particulier qui va être affecté par ce qui est récolté sur la plante, et des fois on fait de l'ensemencement, mais des fois on n'en fait pas. D'où le fait que quand vous ouvrez une bouteille de vin nature, c'est toujours une surprise, en fait, voilà, c'est logique. Donc on doit donner des perspectives nouvelles et accepter, comme tu l'as bien dit, Jean-Paul, et ça avait été introduit par Florence, de faire changer nos façons de faire de la recherche et d'expérimenter. Donc, ce dialogue entre le labo et des conditions qu'on doit de fait réduire. On doit réduire de la diversité pour comprendre et puis faire des allers-retours. Je pense qu'effectivement, là, ce qui a été montré cet après-midi doit nous encourager à ça. Et puis, alors étant biologiste de formation, je pense qu'on ne peut constater qu'une chose, c'est l'extrême richesse du vivant. On récupère le fruit de centaines de millions d'années d'évolution, et de fait, on a eu tendance à avoir une vision très réductionniste de ça, et en fait, c'est d'une richesse absolue. Comme le disait Christophe tout à l'heure, le microbiote sera là après nous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, on s'insère là-dedans, et on utilise certaines fonctions à notre service, et on respecte les autres, sachant qu'il y a une très grande partie des fonctions qui existent, qui ne sont ni inutiles ni utiles, elles existent juste, et je pense que c'est ça la beauté de ce que nous avons fait cet après-midi. Et en tout cas, un très très grand merci à vous. Je n'ai qu'une envie, c'est déjà d'être à vendredi, mais aussi qu'on reproduise ensemble, Jean-Paul, nos webinaires INRAE ACTA. Et je pense que ce dialogue est extrêmement riche. Et en fait, on retrouve dans ces webinaires la richesse de ce que l'on a dans nos unités mixtes technologiques, en fait, avec ces zones de dialogue. Et je pense que ça, on retrouve ici la richesse qu'on a dans les UMT. Je trouve ça super. Mais en tout cas, un très très grand merci à vous, et merci à tous les participants. On est monté jusqu'à 190 participants cet après-midi, et c'était extrêmement dense et extrêmement justifié. À très bientôt donc.